Je vois que les présidents reçoivent là-bas des ministres qui partent du Mali. Je ne suis pas au courant. Et ils vont parler de l'AES. Et le plus grave, lorsque les ministres ont décidé de faire plutôt une confédération qu'une fédération, c'est à quoi j'étais d'accord. Je l'ai appris par une radio étrangère. Premier ministre de la République du Mali. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais je n'ai rien dit. Parce que il y a beaucoup d'informations. C'est pour cela que j'écoute les radios étrangères tous les matins. Je consacre au moins 2 heures de temps. Les nouvelles du Mali, les 75% des informations que j'ai, c'est à partir des radios et des réseaux sociaux. Ou ce que des conseillers de certains ministres disent, tous les partenaires au développement écrivent. J'ai précisé que l'idée d'une fédération est venue du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, dans le bureau du Premier ministre du Mali, le 1er février 2023, quand il était ici en mission. Je lui ai dit, mon frère, nous ne sommes pas plus patriotes que ceux qui ont dirigé les pays aux indépendances. Il y avait la fédération Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Sénégal. Il faut qu'on s'interroge pourquoi cette fédération a éclaté et qu'on résout les problèmes, qu'on ne fasse pas une fédération, une annonce qui va échouer dans quelques années. Lorsque je suis allé au Burkina Faso, le 23 février 2023, la cassette existe, nous en avons parlé. Lorsque nous sommes allés en visite ensemble au Niger, l'armée malienne fièrement nous a prêté un avion de Fama. Je suis arrivé au Burkina, j'ai pris mon collègue, nous sommes arrivés ensemble au Niger, où nous avons été accueillis avec ferveur et reconnaissance. À 3, nous avons discuté de la formation possible d'une future fédération. Mais qu'est-ce que je constate après? Je vois la télé, parce que moi je regarde tous les soirs la télé du Burkina et du Niger. Je vois que les présidents reçoivent là-bas des ministres qui partent du Mali. Je ne suis pas au courant. Et ils vont parler de l'AES. Et le plus grave, lorsque les ministres ont décidé de faire plutôt une confédération qu'une fédération, c'est à quoi j'étais d'accord. Je l'ai appris par une radio étrangère. Et a échoué, mesdames et messieurs, dans toute tentative de déstabilisation du Premier ministre. Parce que depuis 2 ans, on dit que le Premier ministre n'a qu'à partir. Dans mes meetings, vous m'entendez souvent dire que le Premier ministre, on ne l'a pas ramassé dans les caniveaux. Ça, c'est lorsque on a été entreprendre quelqu'un qui dit « Ah, mais le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. » Il dit « Mais toi, tu viens d'où ?» Et bien, en 2020. Et bien aussi, ça pourquoi? Parce qu'on est allé lui chercher ça à l'ordre. Je leur ai dit qu'on n'a pas ramassé le Premier ministre dans les caniveaux. Je crois que ceux à qui c'était adressé là ont compris de quoi il s'agit. Donc, ayant échoué dans cette déstabilisation et en intelligence avec certaines forces politiques que nous connaissons, des clans se sont créés au sein du gouvernement avec le même objectif: affaiblir systématiquement le Premier ministre. Ici, tout y est passé, y compris l'impensable. Des nominations sans consultation avec le Premier ministre, de certains responsables de services relevant pourtant de sa tutelle. Pourtant, le Premier ministre, c'est le chef de l'administration, c'est le chef du gouvernement. On nomme à la tête des services qui relèvent de lui des gens sans même l'informer. C'est inimaginable. On élabore des budgets, on les présente au CNT sans échange préalable avec le Premier ministre. Vous savez, une fois, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Quand les membres du CNT ont regardé le budget, il y a un député expérimenté, un membre du CNT, il dit « Mais on a prévu les élections en 2024, mais je ne vois pas une ligne qui parle des élections. Est-ce que vous pensez que si j'avais vu ce budget, il allait partir comme ça? » Ça, c'est des questions à détourner en politique. Et la réponse qu'on lui donne, ah non, on verra dans les chartes communes. Les chartes communes, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Mais les élections étaient prévues, il y a un décret.
En fait, 1 million, on ne le prévoit même pas. C'est parce que ça a été fait sans le Premier ministre. Je ne l'ai pas vu. Sinon, j'allais dire que c'est inacceptable en politique, ça. Ça a été fait. La décision de procéder à un léger report sans débat au sein du gouvernement. Du léger report, on est à combien? Du 25 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à combien? Est-ce qu'on n'est pas à 16 mois ou bien 17 mois? Bon, si ça c'est léger report, c'est aux Maliens d'apprécier. Des discussions engagées par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagements financiers, des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique et politique. Mais il y a eu les mouvements insurrectionnels qui a été dirigé par des Maliens, qui ont eu la confiance des Maliens, qui sont à côté du président de la transition. On ne peut pas les endetter le Mali à leur insu. Ils apprennent dans les médias que le Mali a pris tel prêt, le Mali a eu tel problème. Mais c'est inacceptable dans un état civil. Ça veut dire que la personne n'a rien compris. Et ceux qui font ça n'ont aucune légitimité historique ni politique pour le faire. La négociation et la fixation des prix de renouvellement des licences d'exploitation des sociétés de télécommunications à l'insu du Premier ministre, qui apprend certains détails par les réseaux. Vous savez, c'est dans les réseaux que j'ai vu une lettre où on dit à une société le montant qu'il doit payer. Mais ce jour-là, j'ai dit au ministre, mais on est sur quelle planète? On a dans un gouvernement, on a la chance d'avoir un Premier ministre qui est du domaine, qui a participé aux négociations pour l'octroi de la première licence. On négocie, on octroie, on fixe les montants. C'est dans les réseaux sociaux qu'il voit une lettre qui est envoyée à la société pour dire de payer tel montant. Mais ça, c'est inacceptable. L'usurpation et la préemption de certaines missions et prérogatives du Premier ministre par des ministres commis à la tâche à son insu. La dissolution, le remplacement de certains organes élus et remplacés par des autorités intérimaires sans requérir l'avis du Premier ministre. La dissolution de certaines structures et l'arrestation de certains responsables et leaders politiques et leaders d'opinion à l'insu du Premier ministre, qui est obligé de s'informer à partir des médias nationaux et étrangers. L'arrestation et l'incarcération des collaborateurs du Premier ministre à son insu, à côté de ses bureaux. Des attitudes de déviance envers du Premier ministre, même devant des partenaires étrangers à l'extérieur et au cours de certaines missions devant certaines... Vous savez, j'ai été à une mission à l'extérieur. Pendant qu'on était à la tribune, les ministres parlaient. Il y a un ministre malien, il avait son téléphone, il écoutait, il tapotait. Nous, on est au prison, on le regarde. Parce que pour lui, il n'a aucune considération pour le Premier ministre. Alors que lui, il a tout fait contre l'arrivée du M5, l'arrivée de ce pouvoir. Je sais comment il est venu dans le gouvernement. Mais à l'extérieur, c'est des étrangers qui me disent, mais votre gouvernement là, comment il fonctionne? Le ministre ne suit même pas. On a 3 premiers ministres au président qui sont en train de parler au Niger, et lui, il est en train de tapoter sur son téléphone. Il ne suit même pas. Ou bien des étrangers viennent, je reçois des étrangers à la primature. Pendant que je suis en train de parler avec les étrangers, lui, il est en train de jouer sur son téléphone. Vous n'avez jamais vu ça? En conseil de cabinet, pendant qu'on travaille, lui, il joue sur son téléphone. Mais ça, on ne peut pas. Ça, c'est des choses inimaginables. Si quelqu'un m'avait dit ça avant, je n'allais pas croire, mais je les ai vus plusieurs fois. Mesdames et messieurs, des actes de mépris de certains premiers ministres qui ne se privent pas de dénigrer le Premier ministre devant certains de leurs collaborateurs en affirmant, je cite, le Premier ministre n'a aucun pouvoir sur eux ou qui ne représente rien. Et en ce moment, les vidéomans stipendiés reprennent. Le Premier ministre n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. C'est parce qu'on lui a dit. C'est parce que ça a été dit. Lorsque j'ai appris ça, vous savez, moi je suis très passé. J'ai appelé le ministre en question. Je lui ai dit, tu sais,
il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand vous parlez comme ça devant vos collaborateurs, ça sort. Il faut arrêter. Ce que vous pensez des premiers ministres, il faut le garder pour vous. Vous dites ça entre vous, les gens du clan. Mais il ne faut pas dire ça devant vos collaborateurs. Parce que les ministères, là, il y a des cadres qui sont avec nous, il y en a qui ne sont pas avec nous. Et puis il y en a qui sont très contents quand on dénigre le Premier ministre, c'est eux qui comportent ça dehors. Je l'ai appelé, je lui ai dit, parce que moi je ne cache rien. Je lui ai dit seulement que tout homme peut faire des erreurs, il faut arrêter ça. Des détournements des résultats par certaines missions du Premier ministre, certaines missions de l'étranger, je viens. Les conclusions sont là. Au lieu de les exploiter, les conclusions sont détournées et mises à la fin d'individus personnels pour des raisons inavouables. Le dévoiement de la nouvelle constitution et de l'aide contraire à l'esprit et à la lettre des revendications du peuple 2020. Je vous ai déjà parlé de la constitution. Concernant l'aide, on en parlera. Ça fait partie des 50 là qu'on a gardé. Si on vous dit comment l'aide a été formée, il y a beaucoup qui vont avoir des cheveux blancs ici. Et des meilleurs, nous pourrions continuer cette litanie de violations. Monsieur le Premier tenait régulièrement informé le comité stratégique. Et j'ai dit souvent aux uns et aux autres, constamment, que sans le travail et le sacrifice des femmes, le Mali était en voie de disparition en tant qu'État, en tant que nation. J'ai toujours insisté sur la nécessité de mettre le focus et surtout ne se préoccuper en priorité que du recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. De fermer les yeux sur tous les autres jeux de pouvoir. J'ai régulièrement dit à mes collaborateurs, j'ai régulièrement dit aux responsables du M5, en 2020, nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Fermons les yeux parce qu'un pouvoir politique, pour le disloquer, il n'y a pas 10 000 mesures. On crée la zizanie au sommet, on le coupe de la base. Donc des gens se sont donnés à cœur joie pour faire les deux en même temps. Me couper de la base en organisant des dissensions au sein du M5. En disant à la presse qu'il y a 10 M5, je ne sais même pas combien. Et en même temps créer des conflits avec le président de la transition. Je l'ai refusé. J'ai tout accepté. Je ne sais pas si vous m'entendez dire souvent que sur 10 couleuvres, moi j'en avale 9. Vous avez dû entendre ça dans mes discours. Ça, c'était une manière d'aviser les uns les autres. On est ensemble, les gens se lèvent, pendant que moi je dis à mes partenaires stratégiques, retrouvons-nous pour savoir ce qu'on fait. Je vous jure que si on s'était entendu sur quelqu'un qu'on va présenter comme président des candidats aux élections, c'est moi-même qui allais faire l'ingénierie politique. Quelle que soit la personne. Et j'allais convaincre les responsables du M5. Mais pendant que cela n'a pas été fait, il y a des gens du M5 stipendiés qui font des conférences, qui choisissent un candidat. J'ai dit, ah bon, depuis quand? Vous m'entendez souvent dire qu'un marigot où il y a des caïmans, on ne traverse pas avec le courage d'autrui. Ça, c'est les Bambara qui disent. Le président de la République, c'est le candidat, c'est la personne qui se présente. Ce n'est pas un individu, parce que c'est tellement difficile. Les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le président de la République n'a pas de vie s'il travaille sérieusement. Il y en a qui blanchissent. Donc, tu ne peux pas te promener comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le marigot, tu viens dire, ah, c'est lui bon candidat. S'il y a les caïmans sortent là, c'est toi qui vas venir. Donc, je dis souvent, toujours pour mettre en avant le recouvrement de l'intégrité du pays. Faire entendre le Mali au niveau international. J'ai toujours dit aux uns aux autres, toutes ces violations que vous voyez là, un jour le premier ne sera pas là, ça va passer. Mais on aura un pays, il y aura des nouveaux dirigeants qui vont faire autre chose. Mais si on se met à se bagarrer dès maintenant, tout va s'effondrer.
et nous avons une mission historique. Nous n'avons pas le droit de le faire. Acceptons la douleur. Tout ce qui fait bien à quelqu'un, ça te fait mal au début. Même un enfant, toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant. La plus grande douleur pour une femme, c'est son premier accouchement. Un enfant, quand on le circoncis, ça lui fait mal. Quand on l'amène à l'école la première fois, il pleure. Quand vous êtes malade, on veut vous opérer, vous pleurez. Tout ce qui doit réussir dans l'avenir fait mal au début. C'est cette approche philosophique que je sors souvent aux gens pour leur dire, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui les adulte. Je vais accepter. Quand on aura un pays, les Maliens choisiront les dirigeants qu'ils veulent. Moi, j'avais souhaité qu'on s'entende pour le faire et le proposer aux Maliens. Les militaires n'ont pas voulu. Ils ont peut-être un autre agenda. Mais l'agenda des hommes est différent de l'agenda des dieux. Je suis convaincu de ça. Si les calculs, les féticheurs, les marabouts, les flélicarabes, les mamakani, si ça devait sauver quelqu'un, l'ancien régime n'allait pas tomber. Donc moi, je ne suis pas dans ça.